Bienvenue sur le ring, Rachid Boufous. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'enfiler les gants et d'être présent sur le ring, l'ODJ TV Radio. Je rappelle, Rachid Boufous, que vous êtes membre du Conseil national du Mouvement populaire Haraka Chabiya, que vous êtes également architecte urbaniste, mais également écrivain. 3 rounds thématiques avec vous aujourd'hui sur le ring. Premier round, inflation. Le mouvement populaire a-t-il une ou des solutions à la crise? Deuxième round thématique, Cour des comptes, donc ce dernier rapport qui a été rendu public, pour ou contre un assainissement politique avec un point d'interrogation. Et enfin, troisième round, code pénal, code de la famille Moudawana, dont les réformes devaient être présentées a priori dans les prochaines semaines. L'UMP a-t-il une offre politique? Point d'interrogation également. Sur le premier axe, premier round avec vous, Rachid Boufous, est-ce que le mouvement populaire a des solutions clairement pour solutionner la crise, l'inflation, la cherté des prix? Bien sûr. L'inflation n'est pas un fait qui touche le Maroc en particulier, mais le monde entier. On le savait déjà pertinemment qu'à la sortie du Covid, il y aurait une forte demande au niveau mondial sur tous les produits, que ce soit les produits alimentaires, que ce soit les produits de première nécessité, mais aussi les biens de consommation, quels qu'ils soient. Donc, vous aviez vu que durant le Covid, toutes les usines étaient au ralenti, même certaines ont fermé, ce qui fait qu'il y avait une tension sur les prix, sur la demande, et l'offre n'était pas assez adapté, enfin en quantité pour répondre aux besoins au niveau international. Bien sûr, au Maroc, on a été touché en contre-coup de ce mouvement international, et c'était prévisible qu'on soit touché à un moment ou à un autre, un an et demi après le Covid, et c'est ce qui s'est passé. L'inflation aujourd'hui, c'est tiré essentiellement par l'énergie, mais surtout et majoritairement par les produits alimentaires et l'alimentation. Est-ce que le mouvement populaire, parce qu'on a vu votre secrétaire général très animé, très agité, très offensif en tout cas, au Parlement encore dernièrement, en interpellant le chef de gouvernement Isaac Renouch, le rendant responsable, pas le chef de gouvernement, mais en tout cas le ministre de l'Agriculture qu'il était et qui a piloté le plan Maroc Vert et Génération Green, mais essentiellement Maroc Vert, responsable de l'inflation des fruits et légumes. Donc je me dis, moi, une fois qu'il y a ça, une fois que ça a été dit, est-ce que le mouvement populaire, lui, il a des propositions, une alternative pour lutter contre l'inflation? La base de l'économie, c'est l'énergie. Quel que soit le mode de production qu'on fait, c'est l'énergie. Plus, on est passé à un moment où au Maroc, il y avait la compensation des prix de l'énergie. Donc, nous étions sur des prix abordables, et du jour au lendemain, ça a doublé. Donc, automatiquement, le transport, la distribution et puis même les intrants, tout ça a augmenté, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau international, ce qui a produit automatiquement une inflation. Pour ce qui est de l'agriculture, encore une fois, c'est une inflation qui est un peu, disons... Est-ce que vous rendez responsable le chef de gouvernement, le RNI et le plan Maroc Vert de responsables de l'inflation aujourd'hui, des produits alimentaires et des fruits et légumes essentiellement? Je pense que le gouvernement aurait dû prévoir cette hausse. Elle était d'ailleurs prévisible, parce que, comme je vous ai dit, comme il y avait une forte tension sur les demandes à l'échelle internationale, donc normal que les produits alimentaires au Maroc qui étaient en majorité donc destinés à l'exportation soient très demandés par les marchés internationaux, ce qui fait qu'on n'a pas laissé assez de quantité commercialisée, parce que les agriculteurs, ils vont trouver plus simple de vendre à l'international parce que les prix sont plus élevés que d'alimenter le marché local. Mais toujours est-il que, encore une fois, au Maroc, et le problème... Si l'UMP est au pouvoir, aux responsabilités aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ferait pour lutter contre l'inflation? Concrètement. D'abord, pour lutter contre l'inflation sur les produits agricoles, c'est simple. D'abord, il faut réformer le DAER de 1962 sur les marchés de gros et sur les mandataires des marchés de gros, d'accord, qui eux, aujourd'hui, c'est eux qui tirent les prix vers le haut, parce que l'agriculteur, lui, ses conditions n'ont pas changé. Ils vendent toujours sa même marchandise au même prix, mais dans le marché, c'est-à-dire quand on arrive sur les marchés de détail... Donc le mouvement populaire, ce qu'il aurait fait, c'est qu'il aurait réduit, voire supprimé le nombre d'intermédiaires au niveau des marchés de gros et de tout l'écosystème. C'est ça que vous auriez fait. Il faut réformer aujourd'hui ce DAER sur les mandataires et sur les marchés de gros. Il faut réactiver un plan qui a été décidé il y a quelques 7 ans sur les centrales d'achat régionales de produits agricoles. Et il faut, bien sûr, le plus important, c'est de rétablir un contrôle et une surveillance des prix,
Donc dans tous les marchés, ce qui existait depuis 1000 ans, c'est historique. Hein, la fonction de muhtasib était là pour vérifier justement, pour contrôler les prix. Cette fonction s'est dépréciée avec le temps. C'était d'abord pour s'assurer de l'approvisionnement. Non, pas simplement. Mais d'abord la mission première des prix. Contrôler les prix. Aujourd'hui, tous les jours au Maroc, il y a une fiche qui part de toutes les provinces sur les prix des produits de première nécessité vers le ministre de l'Intérieur et vers le chef du gouvernement. Donc, ils connaissent la variation des prix sur les marchés, mais il faut qu'ils agissent à travers ces responsables locaux, ces responsables régionaux, à travers les autorités locales, pour surveiller. Donc, c'est ça que vous reprochez, en fait, les prix. C'est ce que vous reprochez au gouvernement. Oui, sur ça. Sur le contrôle de prix aujourd'hui qui n'existe pas, mais aussi sur la déstructuration du monde agricole généré par le projet de Maroc Vert, parce qu'encore une fois, le plan Maroc Vert est à la base une bonne idée, mais il a surtout favorisé les grands propriétaires terriens au détriment des petits propriétaires qui restent encore sur des cultures vivrières, sur des cultures assez... Si je vous dis que le mouvement populaire qui a participé à de nombreuses coalitions gouvernementales et majoritaires a toujours voté le budget pour le plan Maroc Vert. Et valeur aujourd'hui, vous avez votre secrétaire général, c'est Mohamed Ouzine, et vous-même encore aujourd'hui, ici dans ce studio, l'ODJ TV Radio, qui critiquait Maroc Vert alors que vous avez voté le budget. Et que pendant toutes ces années, je rappelle que Maroc Vert a démarré en 2008, pendant toutes ces années, vous n'avez jamais critiqué le plan Maroc Vert. Il a fallu que et depuis quelques semaines, vous n'arrêtez pas de critiquer le plan Maroc Vert. Et vous le rendez responsable de l'inflation. On critique un plan quand il arrive à maturité et quand on doit justement en tirer les conséquences. Aujourd'hui, on tire les conséquences du plan Maroc Vert et puis on voit qu'il n'a pas rempli entièrement ses objectifs. Il a rempli ses objectifs pour une part des grands propriétaires terriens, mais pas sur l'agriculteur. Que le plan Maroc Vert visait à augmenter les revenus, à améliorer la productivité, qui aujourd'hui n'est pas au rendez-vous. Question de productivité, en tout cas, je ne sais pas, mais juste Rachid Boufouz sur le fait que le gouvernement, le chef de gouvernement, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 semaines au Parlement, séance mensuelle orale consacrée à la cherté de la vie, a dit que l'année 2022 a été l'année la plus chaude et la plus caniculaire depuis 40 ans. Pas simplement au Maroc. En tout cas, il a parlé du Maroc et que ça, c'était un critère et un paramètre extrêmement important dans la flambée, l'inflation aussi des prix des fruits et légumes, il y a une réduction aussi des zones irriguées. Le changement climatique ne date pas d'aujourd'hui. On sait très bien qu'on est passé de 1000 mètres cubes par habitant par an au Maroc à moins de 500 mètres cubes par habitant. Donc nous sommes rentrés de plein fouet de plein pied dans le stress hydrique, alors que nous continuons, grâce à Maroc Vert, encore une fois, à exporter l'eau que nous n'avons plus à travers justement les fruits rouges, à travers les tomates. Est-ce qu'il doit y avoir un débat parce que tous les pays importent de l'eau, exportent de l'eau, exportent de l'eau, exportent de l'eau. Est-ce que c'est pas facile? Est-ce que ça a du sens politiquement de le critiquer ça? Des pays comme l'Espagne ont réduit justement les exportations de tomates. Par contre, nous avons été aujourd'hui, nous sommes l'un des plus gros exportateurs de tomates au monde. Donc et la tomate, c'est 3/4, c'est de l'eau, et de l'eau que nous n'avons plus. Donc, et je pense qu'il faut diversifier les cultures vers d'autres cultures, par exemple sur les céréales et sur les oléagineux, où nous sommes très faibles, et où la qualité de la géographie et de la terre marocaine encourage justement la culture de l'olivier, etc. Alors que l'Espagne qui est à côté le fait, nous ne le faisons pas, alors que nous devons le faire. Ouais, mais certains spécialistes, en tout cas, et pas des politiques, disent qu'il faut mieux optimiser l'utilisation de l'eau et qu'on pourrait continuer à cultiver à la fois de la tomate et à la fois de je ne pense pas qu'on puisse continuer à cultiver de la tomate. Encore une fois, les cultures comme l'avocat qui consomment énormément d'eau doivent être réduites pour préserver justement vous avez fait référence à notre voisin ibérique, de l'autre côté de l'Espagne, qui est frappé de plein fouet par la canicule, par des fortes températures, et qui produit énormément et exporte énormément d'avocats. Donc, malgré les tensions hydriques, un pays comme l'Espagne produit beaucoup d'avocats. C'est pas la nôtre. Nous voyons par exemple. En tout cas, vous appelez à ce que. Nous, par rapport à notre population, par rapport, nous militons pour une stabilité des zones rurales, parce qu'encore une fois, si on continue à encourager justement ces cultures qui consomment beaucoup d'eau, on aura des gens qui ne vont plus trouver d'eau à boire, et puis ils vont migrer de toutes les façons vers les zones urbaines. On est à plus de 60% d'habitants en milieu urbain. On ne peut pas aujourd'hui
faire fi de notre monde rural qui est vital pour le Maroc. Donc ça veut dire moins de tomates à produire, moins de tomates à exporter, moins de tomates à consommer pour les. Il y a d'autres cultures qu'il faut encourager, encore une fois, et des cultures pérennes et des cultures qui ne consomment pas beaucoup d'eau. Et on est dans un pays qui subit un stress hydrique. Il faut en prendre la conséquence. Il y a 2 ans, j'avais milité justement pour la réduction des fermes intensives de palmiers dattiers dans le sud marocain, parce que, encore une fois, ces fermes intensives, même si elles produisent des dattes, etc., elles épuisent les nappes phréatiques. Et nous avons des oasis aujourd'hui qui meurent à cause justement de la prolifération de ces fermes intensives dans le Tafilelt. Juste en guise de conclusion, lorsque vous tenez effectivement le même discours, la même ligne politique et les mêmes éléments de langage que Si Mohamed Ouzine, et savez, moi je suis pas Isaac Nouch, mais ce qui a évalué Si Mohamed Ouzine au Parlement lorsqu'il s'est exprimé de la sorte en critiquant le plan Maroc Vert et le rendant responsable de l'inflation, c'est que le chef de gouvernement l'a taxé de populiste. Oui, parce qu'encore une fois, le chef du gouvernement, malheureusement, au lieu de répondre aux remarques pertinentes de notre secrétaire général, c'est Ouzine, qui voulait juste informer le public marocain sur les politiques publiques au Maroc, notamment il a menacé le chef de gouvernement de créer une commission d'enquête parlementaire pour faire une évaluation du plan Maroc Vert. On n'invective pas le Premier ministre, mais nous avons un devoir d'information. Le Premier ministre est aussi dans ce même registre, un devoir d'information vis-à-vis du public et des citoyens marocains, et aussi des électeurs. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté aussi pour lui. Donc il a un devoir d'information, ce qu'il n'a pas aujourd'hui, ce qu'il ne fabrique, ce qu'il n'active pas. Et nous avons demandé la création de ces commissions d'enquête pour informer le citoyen sur le plan Maroc Vert et sur aussi la politique des hydrocarbures au Maroc. En tout cas, vous n'êtes pas suffisamment nombreux, donc il n'y aura pas de commission d'enquête parlementaire pour demander une évaluation express. Mais c'est déjà du plan Maroc Vert a priori. Ça a le mérite d'être posé sur la place publique, qu'on ait au moins un débat public sur ces questions stratégiques qui touchent à la vie au quotidien des Marocains. On remarque que le Premier ministre évite de répondre positivement à ces demandes. Tant pis pour lui et tant pis pour nous qui posons cette question. Deuxième round, Rachid Boufous avec vous sur le ring, l'ODJ, TV Radio. Deuxième round, Cour des comptes, donc ce rapport qui a été rendu public il y a 2 semaines, d'ailleurs pour être précis, pour ou contre un assainissement politique, compte tenu qu'il y a quelques milliers, un peu plus de 5000 élus locaux, territoriaux, régionaux, rattachés aux collectivités locales qui sont soupçonnés fortement de dilapidation des deniers publics, de mauvaise gestion et de mauvaise gouvernance d'argent public. Non seulement on est pour l'assainissement de la vie publique au Maroc, mais en plus on demande à ce que la loi soit appliquée. Il y a une loi pour la déclaration des biens publics. Aujourd'hui, il y a des déclarations du patrimoine. Du patrimoine. Il faut que les procureurs activent justement cette loi. Ils ont l'arsenal juridique pour le faire. Il faut le faire. Vous êtes pour un assainissement politique. Vous êtes pour que tout élu qui ait pris la main dans le sac avec des faits et des preuves à l'appui. Pas simplement pour mauvaise gouvernance et mauvaise dépense de l'argent public. Pas simplement nous demandons à ce que même quand il y a des présomptions par rapport à ça, quand il y a des enquêtes qui sont ouvertes, etc., sur des soupçons de malversation, que les élus démissionnent ou qui restent en marge de leurs mandats électoraux, le temps d'assainir leur situation avec la justice et de revenir. Encore une fois, c'est une question de moralisation de la vie publique. Oui. On la demande nous-mêmes depuis plusieurs années. On remarque que le gouvernement aujourd'hui qui possède toutes les majorités dans tous les secteurs, c'est-à-dire que dans les régions, dans les conseils provinciaux, dans les communes, dans les villes, etc., et au Parlement aussi, donc ne fait rien pour faire adopter une loi sur la moralisation de la vie publique. Et devrait le faire d'ailleurs parce que, encore une fois, c'est une question de crédibilité, ce qui empêche aujourd'hui les citoyens de venir en politique. Rachid Boufous, comment vous expliquez que M. Mohamed Ouzine, qui a été très avenant et qui a pris beaucoup la parole et qui s'est beaucoup exprimé ces derniers temps, ne se soit pas exprimé sur le rapport de la Cour des comptes qui a été dévoilé il y a 15 jours et qui met en perspective, en relief, que des milliers d'élus locaux chez nous sont soupçonnés de dépenses immorales d'argent public. Aucune déclaration de Si Mohamed Ouzine. Je ne sais pas ce qu'il a dans son agenda, peut-être qu'il va le faire dans les prochaines semaines. Ça va être un peu tard, non? Ça fait déjà 15 jours qu'il est censé s'entendre. Non, de toutes les façons, ce n'est pas quelque chose qui doit être fait à un moment précis. Ça viendra quand ça viendra, mais encore est-il que nous, dans le mouvement populaire, nous sommes totalement droits dans nos bottes. Nous sommes avec l'assainissement de la vie publique, nous sommes pour la moralisation de la vie publique et pour l'adoption de mesures, qu'elles soient donc réglementaires ou à travers des lois, pour que le citoyen, encore une fois, comme
comme je l'ai dit et je le répète, puissent venir en politique parce que un pays ne se construit pas simplement comme cela, il se construit avec toutes les énergies et toutes Donc les vous écartez pas le fait que ce Mohamed Ouzine, même s'il a pris du retard pour s'exprimer, sur le rapport de la Cour des comptes, il pourrait le faire dans les prochains jours. C'est pas un souci. Pourquoi vous prenez simplement Mohamed Ouzine comme objectif? Pourquoi le gouvernement lui-même ne s'est pas exprimé lui-même? Le gouvernement, je vous accorde. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le Premier ministre de s'exprimer de manière officielle sur ces questions de moralisation de la vie publique? Simplement parce que vous êtes représentant du mouvement populaire. Je rappelle, vous êtes membre du Conseil national du mouvement populaire. Donc c'est pour ça que je vous interpelle là-dessus. Je suis un peu surpris. Je vous dis effectivement, la moralisation de la vie publique, c'est une priorité du. Soyez surpris sur la réserve du Premier ministre qui ne s'est pas prononcé sur ces questions, ce qui est quand même étonnant, vu les derniers événements, vu les dernières affaires, etc. C'est quand même la moindre des choses, c'est que le gouvernement aurait dû s'exprimer et passer surtout à l'acte. Parce qu'encore une fois, parler pour parler, ça ne sert à rien. Il faut parler, il faut passer aux actes, il faut faire des lois, il faut assainir réellement la vie publique. Est-ce qu'on peut imaginer? J'ai dit imaginer, hein. Bien sûr, j'aime bien parfois faire appel à mon imagination, qu'il y a des élus mouvement populaire qui figurent dans la liste des 5000 élus, 5021 d'ailleurs, pour être précis, qui sont épinglés, en tout cas qui sont dans les radars de la Cour des comptes, en matière de mauvaise dilapidation, mauvaise gestion des deniers publics. Est-ce qu'on peut imaginer que sur les 5000 élus, il y a également des élus du mouvement populaire? Je ne sais pas, encore une fois, la Cour des comptes a fait un rapport, elle sait mieux que quiconque qui a déclaré, qui n'a pas déclaré. Le ministère de l'Intérieur aussi le sait. S'ils veulent publier cette liste, ça serait bien. Vous serez favorable ou à ce qu'ils publient les noms et prénoms et les partis politiques, appartenance politique? Pour que chaque élu, chaque responsable politique se mette en face de ses responsabilités, parce qu'encore une fois, on ne rentre pas en politique pour faire fortune, on rentre en politique pour servir le pays et pour être aussi accepter un certain nombre de valeurs politiques. Parmi les plus importantes, c'est la probité et la sincérité. La sincérité dans les actes, la sincérité dans les paroles. Et la sincérité dans les actes, il y a un pan qui touche justement à la déclaration du patrimoine. Et c'est nécessaire, c'est obligatoire, c'est important que tous les élus respectent la loi. Il y a 30 000 élus au Maroc. Il y a un 6e aujourd'hui que vous me dites qui ne respectent pas la loi. L'État, à travers et la justice doivent agir pour faire respecter la loi qui est là, qui existe. Comment vous expliquez que le mouvement populaire ne soutient pas la démarche de l'USFP, l'Union socialiste des forces populaires, qui fait une proposition de loi sur l'enrichissement illicite? Je me suis renseigné, j'ai cherché, je me suis dit, est-ce que le mouvement populaire soutient l'USFP dans sa proposition de loi sur l'enrichissement illicite? Et je n'ai pas vu la signature du mouvement populaire. Tous les deux partis sont dans l'opposition. Nous n'avons pas fait de déclaration là-dessus, mais nous soutenons justement toutes les initiatives qui vont dans le sens d'une moralisation de la vie publique. Donc si cette proposition de loi, je pense qu'elle n'aura aucune chance de parvenir si elle n'est pas portée par le gouvernement. Encore une fois, c'est la majorité qui vote, mais nous sommes pour un assainissement de la vie publique et une moralisation de la vie publique. Mauvaise langue, ce que je ne suis pas forcément, dit, si le mouvement populaire n'a pas réagi à ce rapport de la Cour des comptes, c'est parce qu'il y a eu l'affaire Moubdia. C'est Mohamed Moubdia qui aujourd'hui est emprisonné là, depuis plusieurs semaines, et du coup, le MP s'est retrouvé dans une situation inconfortable pour s'exprimer sur le rapport de la Cour des comptes. Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous répondez aux mauvaises langues qui disent ça? Nous n'avons aucun problème avec cette affaire. Le mouvement populaire a fait un communiqué dans ce sens. Aujourd'hui, nous laissons la justice travailler sereinement. Il ne faut pas oublier qu'il y a une présomption d'innocence. Quel que soit l'individu, quel que soit le citoyen, il a droit à cette présomption d'innocence. La justice doit travailler donc en toute sérénité et nous espérons en toute transparence. Et de toutes les façons, elle dira son mot et nous respecterons. Donc ça n'a rien à voir avec l'affaire Moubdia et son emprisonnement. Il n'y a pas que... Vous savez, cette histoire de moralisation de la vie publique, elle ne touche pas le mouvement populaire en particulier. Elle touche tous les partis politiques. Et encore une fois, il est temps que tous les partis politiques signent un gentleman agreement entre eux qui disent que toutes les personnes qui sont devant la justice ou qui ont des problèmes avec la justice devraient se mettre en marge des partis politiques et de l'action politique et publique pour aller régler d'abord leurs problèmes avec la justice et de revenir. Et c'est le cas d'ailleurs, je crois savoir, de Mohamed Moubdia. On passe au troisième round. Thématique, code pénal, Moudawana, code de la famille, réforme qui devrait être annoncée dans les prochains jours. C'est vrai.
Wabi, un ministre en charge de la justice, il n'arrête pas de faire des sorties, y compris le week-end, en s'exprimant sur la réforme du code pénal, les enjeux du code de la famille. Vous avez vu ce chiffre qui est tombé dans la semaine, 800 divorces d'ailleurs par jour chez nous. Voilà, donc c'est beaucoup de choses. Alors, la question qui vous est posée, Rachid Boufous, code pénal, code de la famille, le mouvement populaire a-t-il une offre politique concrète dans la perspective de la réforme à la fois du code pénal et à la fois de la Moudawana? Par rapport au code pénal, il y a un certain nombre d'articles qui doivent être revus, qui doivent être corrigés, allant des droits de l'homme, allant des libertés publiques, encore une fois. Et nous avons des positions assez claires sur ça. Il faut travailler sur les droits de l'homme, il faut travailler sur les libertés publiques des citoyens. On doit être un peu souple, laisser les citoyens un peu vivre. Hein, c'est-à-dire vivre leur sexualité. Vivre comme ils l'entendent. C'est ça, pour être précis. Il y a l'article 490, par exemple, sur le code pénal, criminalisant les relations sexuelles hors mariage. Quand il y a deux adultes consentants, l'État n'a rien à faire entre eux. Ils sont responsables devant la loi. Du moment qu'ils ne touchent pas aux libertés d'autrui, je pense qu'il faut les laisser tranquilles. Et voilà, la position politique du mouvement populaire, c'est quoi? C'est de dire de décriminaliser cet article D490. Ça ne sert à rien d'envoyer les gens en prison parce qu'ils sont partis ensemble. Ça ne sert à rien. Bien sûr, il faut respecter la moralité publique, il faut respecter les valeurs de notre religion. On n'est pas dans les pays nordiques, mais toujours est-il que il faut préserver et il faut permettre aux gens de vivre leur vie normale sans contrainte judiciaire ou policière. Donc la position du mouvement politique sur le code pénal, en tout cas sur l'article 490, oui, nous on est pour ça ne sert à rien d'emprisonner des personnes adultes consentantes qui ont des relations intimes. Ça ne sert à rien d'envoyer des gens en prison, vu déjà les prisons on est plus de 90 000 détenus aujourd'hui, et on sait très bien que même sur ces questions de droit et de liberté, ne sommes que pour la liberté provisoire, encore avec des garanties apportées à la justice, comme il se fait dans les pays européens, parce que, encore une fois, plus de 40% des gens détenus n'ont rien à faire dans les prisons, parce qu'ils sont détenus provisoirement le temps qu'ils soient jugés, mais du moment qu'ils n'ont pas commis de crimes de sang, etc., je pense qu'ils n'ont rien à faire dans les prisons et doivent rester en dehors avec des garanties, peut-être avec des cautions, avec des bracelets électroniques, avec des choses. C'est d'actualité, apparemment, c'est sur le bureau du chef de gouvernement. C'est ce qu'il faudrait faire. Sur les peines alternatives. Moi, ce que je veux juste revenir, c'est sur la réforme du code pénal. Bon, si Wabi fait des sorties, effectivement, vous l'avez dit, même parfois abracadabrantes, hein, et il dit que c'est son parti qui va, ou le gouvernement, il va changer carrément l'histoire du Maroc, ce qui est complètement aberrant comme déclaration. Mais toujours est-il que il faut nettoyer le code pénal. Il faut permettre aussi aux juges de juger selon des lois claires. Je peux parler sur notre cas, nous, en tant qu'architectes urbanistes, les intervenants dans le bâtiment aujourd'hui, c'est ce que nous demandons à la justice, c'est pour déterminer l'activité, la responsabilité de chaque intervenant, que ce soit l'architecte, l'ingénieur, le maître d'ouvrage, l'entreprise dans un chantier. Aujourd'hui, on ramasse tout le monde et on met tout le monde en prison et on mélange les responsabilités. Je pense qu'il faut clarifier, que ce soit dans notre domaine ou dans d'autres domaines, et ça suppose un vrai travail législatif au Parlement, et ça revient, encore une fois, à la compétence des parlementaires de le faire. Rachid Boufous, il y a, concernant la perspective d'une réforme de fond, en tout cas, de la Moudawana, dernière réforme, je le rappelle, en date de 2004, donc ça fait quand même 18-19 ans, sur ce fameux sujet aussi. Alors, je pense que la femme Haraki, d'ailleurs, est engagée aussi là-dessus, sur égalité ou pas en matière d'héritage entre les hommes et les femmes. Alors, est-ce que le MP a une position tranchée là-dessus? Vous savez, cette question d'héritage, je le reviens parce que, encore une fois, c'est un faux débat. Il y a un conseil supérieur des ulama dans lequel il y a des personnalités très doctes dans ce domaine. On leur laisse sous la supervision du commandeur des croyants de légiférer sur ces questions. Toujours est-il qu'il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes aujourd'hui liés à l'héritage, liés à la condition des femmes, liés au fait qu'aujourd'hui les femmes ne sont pas tutrices de leurs enfants, elles ne peuvent pas aujourd'hui donner leur nom à leurs enfants, ne peuvent pas se remarier quand elles ont des enfants en bas âge. Elles peuvent se remarier, mais la garde de leurs enfants leur est soustraite et confiée aux enfants. C'est ce que prévoit la loi, en tout cas. Ce que je dis, c'est que l'éducation des enfants, ce sont les femmes qui le font. Sur l'héritage, égalité, équité, est-ce que le mouvement populaire a tranché là-dessus, a une position ferme ou pas? Nous sommes pour l'ijtihad, nous sommes pour une évolution justement de ce statut,
pour permettre à tout un chacun d'avoir ses droits à un moment où la femme travaille, ce n'est plus la condition, la femme a évolué dans sa condition sociale du premier temps du prophète. Donc vous êtes favorable. Vous êtes favorable. Alors, on est favorable pour une refonte de ce texte, une évolution de ce texte, maintenant, sans qu'il y ait, encore une fois, remise en cause de certains principes. Rééquilibrage ou pas? En fait, il faut faire une nouvelle lecture des lois, enfin des préceptes islamiques dans un sens où, comme l'a dit le prophète et même le Coran, de donner plus de droits aux femmes. D'accord? Pour qu'il y ait une égalité entre les sexes dans le travail, d'accord? Ce qui est important. C'est sur ces questions-là de droit d'accès au travail, d'égalité dans la rémunération. D'autonomisation, en fait. Vous êtes sur l'autonomisation des femmes. Bien sûr, parce qu'encore une fois, ce qu'on ne sait moins, c'est que les femmes sont de vrais chefs de famille. Et ce sont elles qui, vraiment, c'est sur lesquelles qu'est basée la stabilité de notre pays, au fait. Autre sujet, autre enjeu pour les mouvements militantes féministes et grosse attente aussi. Alors, c'est intéressant de connaître la position politique du mouvement populaire sur le mariage des mineurs. On sait qu'il y a les dérogations, entre 12, 13, 14, 15 000, 17 000 dérogations qui sont octroyées par des juges sur l'ensemble du territoire tous les ans. Oui. Est-ce que le mouvement populaire a une position claire, tranchée sur pour ou contre le mariage des mineurs et pour ou contre les dérogations qui sont attribuées? Bien que traditionnellement, le mouvement populaire représente tout l'arrière-pays rural, etc., où ces pratiques sont le plus développées, développées. Toujours est-il que nous sommes contre le mariage des mineurs. Nous sommes contre l'octroi des dérogations aux juges pour qu'ils permettent justement ce mariage des mineurs, parce qu'encore une fois, nous avons signé des conventions internationales. Nous, au Maroc, nous avons des associations de protection des mineurs et des enfants, et nous faisons tout pour la protection des jeunes, des mineurs, contre tous les abus d'aucune sorte. Et le mariage de mineurs est un abus aujourd'hui. Vous êtes contre le mariage des mineurs et contre les dérogations qui sont attribuées par des juges pour autoriser les mariages des mineurs? Parce qu'elles ne sont pas, encore une fois, je vous pose la question parce qu'elles ne sont pas justifiées, encore une fois, les dérogations. Comment peut-on encore, au XXIe siècle, comprendre que des enfants de 12-13 ans se marient et créent des ménages alors qu'ils sont encore dans leur tendre jeunesse? C'est impensable. Driss Intissi, vous connaissez? Président du groupe parlementaire Mouvement populaire à la Première Chambre. Oui. Vous pensez la même chose? Vous êtes aligné idéologiquement avec lui? Oui, de toute façon, s'il exprime je vous dis ça parce qu'il a émis des réserves, lui, sur les dérogations attribuées par des juges, considérant que une femme dans le monde rural n'est pas une femme dans le monde urbain. C'est-à-dire une mineure de 14-15 ans dans le monde rural, ce n'est pas une jeune fille de 15-16 ans dans le monde urbain. Et que donc du coup les dérogations Cela ne justifie pas aujourd'hui qu'une fille de 15-16 ans puisse se marier alors qu'elle est juridiquement mineure, parce qu'encore une fois, on met en danger la vie même de cette mineure. Imaginez que quand elle tombe enceinte, etc., qu'elle n'arrive pas à accoucher, qu'elle même décède parce que le corps n'est pas encore formé. C'est malheureusement arrivé d'ailleurs. C'est arrivé à plusieurs occasions, et je pense qu'il faut trouver d'autres solutions pour justement permettre aux jeunes, et encore une fois, pourquoi dans le monde rural on se marie assez tôt? Parce qu'il y a un problème d'information justement de ces jeunes, dans l'urbain aussi. C'est peut-être les conditions sociales qui sont différentes aussi. Différentes aussi, mais je pense que c'est à l'école qu'il faut aujourd'hui faire un vrai travail sur l'éducation de la sexualité, apprendre aux jeunes justement ce que c'est que la sexualité, aux garçons et aux filles, mais séparés, avec des programmes de formation pour qu'ils puissent encore être au courant et éviter qu'il y ait du harcèlement et qu'il y ait des viols, ce qu'aujourd'hui nous regrettons et qui existe autant dans le monde rural que dans le monde urbain. Dernier point justement, et enjeu aussi concernant la réforme de la Moudawana, c'est sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, qui est criminalisée également, puisque tout accouchement clandestin, que ce soit le médecin d'ailleurs qui recourt à un avortement clandestin, que la personne aussi qui sollicite le corps médical pour un avortement clandestin, il y a des peines d'emprisonnement qui sont prévues. Pour nous, ce n'est pas un sujet aujourd'hui, du moment que
toutes ces questions relatives à l'IVG sont placées dans le cadre médical, sous la responsabilité du médecin, et lui laisser à lui l'appréciation médicale de faire ou non cet avortement. Toujours est-il que, encore une fois, ce sont des sujets importants sur lesquels toute la société doit être engagée, pas simplement le mouvement populaire. Nous disons qu'aujourd'hui, c'est une part des libertés publiques qu'il faut réformer, qu'il faut faire évoluer pour qu'aujourd'hui on puisse vivre de manière sereine, apaisée dans notre société, au-delà de la démagogie, qu'elle soit d'ordre politique ou même d'ordre religieux. Nous avons, alhamdoulilah, une religion qui est une religion de paix et de sérénité. Donc nous devons replacer le débat là-dessus, respecter les valeurs qui ont été véhiculées par le peuple marocain depuis des millénaires et pouvoir vivre dans une société apaisée et rassérénée. Dernier mot sur 800, le chiffre qui a été dévoilé cette semaine, 800 divorces par semaine. Alors je me dis, là aussi, il n'y a aucune réaction. Aucune réaction de Si Mohamed Ouzine, aucune réaction de l'ensemble des partis politiques. Et je me dis, parce que ça, c'était l'indicateur de transformation de fond de notre société. Il n'y a pas eu de prise de parole politique là-dessus. Les divorces ont réellement explosé après Covid. Nous sommes passés de 100 000 divorces par an à 170 000 l'année dernière, ce qui est un véritable fléau. Ça veut dire que l'institution du mariage aujourd'hui pose problème dans sa pérennisation et on doit vraiment lancer des études sociologiques pour comprendre pourquoi ça arrive. On sait déjà que l'âge du mariage est en recul de plus en plus. C'est vers les 30 années aujourd'hui pour les filles et 29 ans pour les garçons. Donc il y a des problèmes socio-économiques qui sont liés à l'impossibilité de fonder un foyer. Mais une fois le foyer est fondé, dans quelles conditions aujourd'hui il prospère? Ça touche aussi mon domaine sur l'urbanisme, sur des logements qui sont inappropriés, sur un cadre de vie qui n'est pas, sur les revenus aussi qu'il faut revoir, sur le code du travail, sur le droit de rémunération. Il faut être alerté par rapport à ce chiffre-là et cette croissance et cette inflation des divorces chez nous. Bien sûr, c'est très important et c'est très difficile parce que ça génère des soucis après, ça génère beaucoup de choses pour toute la société. Rachid Boufouz, juste pour conclure, vous êtes engagé en politique et dans un parti politique qui est le Mouvement populaire depuis quelques temps. Oui. Vous êtes à l'aise dans ce parti? Le parti de l'épi, le parti de la berbérité, le parti conservateur, le parti de Hardan, le parti... Est-ce que vous êtes bien dans vos baskets là-dessus? Bien sûr, tout à fait. C'est un parti qui existe depuis 1958, qui a été créé par Abdelkrim El-Khatib. Hardan a rejoint le parti quelque temps après. Nous sommes fiers de ce qui a été fait par Hardan, par Sil Ansar. Depuis 60 ans, nous sommes le deuxième parti le plus ancien au Maroc, après le parti de l'Istiqlal. Nous avons toujours été monarchistes et nous le resterons toujours. Nous sommes pour la pluralité des avis. Nous ne sommes pas connotés berbéristes tel que vous le dites. Nous sommes ouverts sur toute la nation marocaine. Nous pensons, nous croyons dans une société arc-en-ciel qui regroupe toutes les franges de la société marocaine et qui représente tous les Marocains, qui soient du Maroc, qui soient installés, les Marocs du monde, qui soient installés à l'étranger. Nous sommes pour une ouverture pour tous les Marocains et toutes les Marocaines, d'où qu'elles viennent, de toute origine, de toute formation, etc. Donc en tout cas, vous êtes content d'avoir rejoint ce parti, vous êtes à l'aise, et depuis vous êtes devenu extrêmement copain, pote avec Mohamed Ouzine. C'est un ami, oui. Copain, je ne sais pas, mais je suis très honoré de son amitié. C'est quelqu'un qui est très bien, c'est un responsable politique qui a des idées très intéressantes, qui est très brillant. Donc, d'ailleurs, son image privée, ce n'est pas celle de son image publique. Je sais pas. La dernière fois qu'on en a parlé, il y a encore son image qui reste dans certaines mémoires. Vous savez, le ministre Karata, donc avec ce fameux il est très heureux de cette Karata. Encore une fois, elle l'a fait connaître, même si c'est quelque chose qui a plus attrait à une organisation qui ne dépendait pas de lui, parce qu'elle dépendait de la FIFA. Mais toujours est-il que aujourd'hui, Si Ouzine, il personnalise en quelque sorte la nouvelle génération d'hommes politiques de demain, qui sont ouverts sur le débat, ouverts justement sur la société civile, sur tous les Marocains qui veulent construire un Maroc équitable, un Maroc solidaire, sans tabou et sans complexe. Bien sûr, sans complexe. Merci infiniment à vous, Rachid Boufouz. C'était un plaisir d'avoir enfilé les gants, d'avoir participé à ce ring. L'ODJ TV Radio, je rappelle que vous êtes membre du Conseil national du mouvement populaire, architecte urbaniste, écrivain. Et on vous identifie aussi sur les réseaux sociaux avec ce fameux hashtag Relselek.
Tout à fait. On peut vous y retrouver en tout cas. Merci, Merci, à vous Rachid. et à très bientôt. Merci.